Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Vous êtes consultant e-télé, spécialiste des questions de renseignement. Une vingtaine de perquisitions ont été menées hier soir. Que cherchent exactement les enquêteurs belges? Alors très précisément, hier soir, les enquêteurs avaient des renseignements qui leur permettaient de penser qu'ils allaient taper la cellule opérationnelle. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on n'a trouvé ni armes ni explosifs, donc clairement ce ne sont pas les opérationnels qui ont été emmenés hier soir. Mais quand même, ces arrestations, ça veut dire qu'on est probablement près de gens qui sont des suspects et que ça les déstabilise. Ça les déstabilise et ça peut permettre de remonter du renseignement par l'exploitation des téléphones, des ordinateurs et des interrogatoires. Et remonter vers Salah Abdeslam, parce que l'information quand même de cette nuit, c'est que certes il y a eu des interpellations, mais que Salah Abdeslam ne fait pas partie des personnes interpellées, lui. Oui, il semble confirmer. Je pense, on peut toujours dans une enquête faire de la rétention d'informations. Je ne pense pas que les Belges auraient dit il n'est pas dans les personnes interpellées s'il l'était. C'est quand même un jeu un peu dangereux. Alors la question d'Abdeslam, c'est que beaucoup de rumeurs courent sur son compte et on dit entre autres, par exemple, qu'il aurait peur de repartir pour la Syrie parce qu'il aurait failli. C'est assez intéressant parce que cette rumeur est répandue un peu par son frère et par ses chauffeurs, par des gens de son entourage proche. Et on peut penser que c'est une désinformation parce que jamais, d'une part, l'État islamique, à ma connaissance, n'a puni de gens qui avaient failli. Ils ont puni des traîtres ou des déserteurs, mais pas quelqu'un. Et d'autre part, s'il était effectivement là pour frapper, il pourra toujours dire que c'est le matériel qui était déficient et que lui voulait aller jusqu'au bout. Et puis, est-ce qu'on est sûr qu'il a vraiment failli? Qu'est-ce qu'on sait vraiment de son rôle, de sa participation aux attentats de vendredi soir? Vous avez tout à fait raison, on ne sait rien, puisque ceux qui pouvaient parler sont morts et lui est en fuite, et ses chefs sont en Syrie. Ce qu'on sait, c'est qu'il était dans le 18e. Est-ce qu'il y était pour agir, et à ce moment-là, effectivement, il ne l'a pas fait, mais pour quelle raison? Mystère. Ou est-ce qu'il y était dans un rôle de logisticien, comme peut-être Darmani qui a été arrêté en Turquie, qui est un logisticien. L'idée d'avoir deux logisticiens, Darmani et Saleh, qui seraient tous les deux chargés de fournir les véhicules, les armes, les explosifs, etc., mais pas d'agir, fait sens quand on connaît le modus operandi de l'État islamique. Claude Moniquet, si on élargit un petit peu, on parle beaucoup de la France et de la Belgique. La France, bien sûr, parce qu'elle a été frappée. La Belgique, parce qu'elle ressemble à une base arrière, en tout cas ce fameux quartier de Molenbeek. Entre autres, parce que c'est pas qu'à Molenbeek qu'il y a des perquisitions en ce moment même. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des opérations de police de ce type aussi, en ce moment, dans d'autres pays européens, une vigilance maximum aussi ailleurs? Il y a une vigilance maximum dans l'ensemble des pays européens, essentiellement sur un groupe de pays qui sont bien entendu la France et la Belgique, mais la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Surtout la Grande-Bretagne, en dehors des deux pays principaux, surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie. Pour revenir sur la situation de la Belgique, est-ce qu'on peut imaginer on va savoir là en fin d'après-midi si cette situation d'urgence est encore renouvelée? Est-ce qu'on peut imaginer que ça se renouvelle encore pendant plusieurs jours, tant qu'on n'a pas mis la main sur ce que vous qualifiez de cellules opérationnelles, donc des individus qui sont prêts là à agir? Alors il faut avoir conscience, pour répondre à votre question, de ce qu'est le renseignement. Le renseignement, ça n'est pas une certitude. C'est une série de probabilités qui à un moment deviennent tellement fortes qu'on pense qu'on peut se tromper. Le renseignement peut être faux, peut être biaisé, peut être mal analysé. Donc il y a deux hypothèses. Soit à un moment donné, dans la journée, on trouve les opérationnels, fin de l'état d'alerte. Soit on se rend compte, on a de bonnes raisons de penser que le renseignement n'était pas pertinent, fin de l'état d'alerte. Si aucune de ces deux situations ne se vérifie, je vois assez mal le gouvernement pouvoir lever les mesures d'urgence et de sûreté avec le risque d'avoir imposé un traumatisme quand même de 3 jours et des pertes de 3 jours au pays, et puis peut-être le 4e ou le 5e jour, une fois les mesures levées, d'avoir un attentat, ce qui serait évidemment catastrophique pour la société belge. C'est complètement inédit justement de prendre de telles mesures avec de telles répercussions économiques. Est-ce que le gouvernement belge a bien fait, enfin je ne sais pas si c'est la formule qui convient, mais on n'avait jamais vu ça. Est-ce que... On n'a jamais vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu ça en Irlande du Nord à l'époque du conflit avec l'IRA, l'Ulster. J'ai vu ça en Pologne à l'époque de l'état de guerre en 81. En Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a jamais vu ça. Et à Bruxelles, on n'avait jamais vu ça. Je connais bien l'équipe qui est au pouvoir à Bruxelles, entre autres le Premier ministre. Je connais leur sérieux. Je sais que s'ils ont pris cette décision, c'est que vraiment, ils n'avaient pas le choix. Ils ont dû y aller avec des pieds de plomb, parce que c'est une décision terrible. Figer la vie de la capitale de l'Europe. Je pense vraiment qu'ils n'avaient pas le choix.